Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du relativisme. Depuis que j'ai créé cette chaîne, je n'ai jamais vraiment parlé du relativisme, en tout cas pas en détail, et c'est évidemment une lacune que je me devais de corriger, parce que le relativisme est une doctrine très ancienne, c'est une doctrine qui date de l'Antiquité, mais c'est surtout une doctrine qui traverse les âges, qui traverse les siècles et les continents, et qui existe toujours à notre époque. Parmi vous, il y a peut-être des relativistes, sans doute même, ou en tout cas des relativistes qui s'ignorent, comme il y a des stoïciens qui s'ignorent, ou comme il y a des spinoziens qui s'ignorent. Et mon travail aujourd'hui, ça va être de dresser le portrait robot du relativiste, ça va être d'expliquer en quoi consiste cette vision du monde, et de montrer que le relativisme n'est pas seulement une attitude de détachement vis-à-vis du monde, mais que c'est bel et bien une doctrine, et que cette doctrine repose sur une réflexion très riche qui mérite qu'on s'y arrête. Alors déjà, commençons par expliquer ce qu'on entend par relativisme, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Le relativisme, c'est le fait de considérer que les valeurs partagées au sein d'une société, les valeurs morales principalement, mais même les valeurs sociales ou esthétiques, que toutes ces valeurs dans lesquelles nous croyons sont propres à certaines sociétés, mais pas à d'autres. Autrement dit, que les valeurs dans lesquelles nous croyons ne sont pas des absolus, qu'elles ne sont pas universelles, mais qu'elles sont propres à des cultures, et donc à ce titre, aucune valeur ne peut être considérée comme supérieure à une autre. Je vais évidemment donner des exemples, on va faire en sorte de rendre ça concret, mais retenez déjà cette idée que le relativisme, comme son nom l'indique, c'est l'idée que tout est relatif. Et relatif, ça veut dire relié. Relié à une culture, relié à une époque, à un contexte. Le relativisme, c'est le fait d'être conscient que nous avons les idées de notre condition socio-culturelle, que nous avons les idées de notre situation historique et géographique. Et donc on ne peut pas absolutiser nos idées ou nos valeurs, parce qu'en réalité, nos idées et nos valeurs n'ont de sens que pour autant que nous vivons dans une société qui les admet. On juge en fonction de notre référentiel culturel. Et donc si on change le référentiel culturel, on change les idées. On change les opinions, on change les valeurs, on change la façon de voir le monde. Et donc, poser la question du relativisme, c'est poser la question de l'influence du social et du culturel sur la pensée individuelle. C'est poser la question du conditionnement culturel, du conditionnement de notre rapport au monde, et c'est se demander si, tout bien considéré, toutes les idées ne se vaudraient pas. C'est se demander en quoi nos valeurs, en quoi nos idées seraient les bonnes. Poser la question du relativisme, c'est poser la question de la relativité de nos jugements, c'est-à-dire du fait que nos jugements sont relatifs à une situation et donc ils ne sont jamais absolus. Nos jugements ne sont jamais détachés de leur contexte d'émergence. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Alors, j'avais dit que je prendrais des exemples de valeurs relatives, d'idées relatives, pour montrer justement en quoi elles sont relatives et ce que ça signifie. Alors on va prendre un cas qui est le cas de la peine de mort. En France, la peine de mort n'a plus cours.
Elle a été abolie en 1981, c'était sous la présidence de François Mitterrand. Et 40 ans plus tard, on peut dire que la société française n'a plus tout à fait la même opinion concernant la peine de mort. Alors en l'occurrence, il se trouve que la peine de mort, c'est un sujet qui continue de diviser l'opinion en France. Il y a des raisons pour ça, on en parlera. Mais globalement, à partir du moment où la peine de mort a été abolie, l'opinion sur la peine de mort a changé. Elle a commencé à évoluer. Elle a commencé à évoluer parce qu'on n'a pas le même regard sur une chose selon que cette chose est en vigueur ou n'est pas en vigueur. Dans une société où la peine de mort est en vigueur, elle est de fait considérée comme normale. Ce qui est normal, c'est ce qui correspond à la norme. Normal, c'est qui suit la norme. Or, une pratique est d'autant plus normale qu'elle est répandue. Une pratique se normalise à mesure qu'elle se répand. Donc l'opinion qu'on a sur une pratique ou sur une croyance, elle dépend directement de notre immersion dans ces pratiques et dans ces croyances. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des automates qui se contentent de reproduire les opinions majoritaires. Mais ça veut dire que notre positionnement vis-à-vis du monde dépend de notre position dans ce monde. On se positionne idéologiquement, on se positionne moralement, intellectuellement, à partir de notre position, c'est-à-dire de notre enracinement dans un contexte. Et c'est ça qui fait qu'il n'est pas du tout absurde de parler, par exemple, d'une mentalité bourgeoise, ni même d'une mentalité populaire, parce qu'on a la mentalité de ses habitudes. On a le logos de son ethos, ce que Bourdieu appelait des habitus. Une habitude, c'est ce dans quoi on habite. Et par ricochet, c'est ce qui nous habite, ou ce qui nous habille. Les habitudes sont les habits de notre mentalité. Donc tout ça pour dire, je n'oublie pas où j'en étais, que être contre la peine de mort dans un pays qui a aboli la peine de mort, c'est tout aussi normal que d'être pour la peine de mort dans un pays qui pratique la peine de mort. Parce que ça a une influence. Et je disais tout à l'heure que l'opinion continue d'être divisée sur ce sujet en France. Là encore, le contexte. Entre 2011 et 2012, on est passé de 35% à 45% d'opinions favorables à la peine de mort. Or, qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Il y a eu les attentats de Toulouse. La première vague d'attentats de grande ampleur. Or, il est évident qu'être pour la peine de mort pour des assassins d'enfants, ça n'a pas tout à fait la même signification qu'être pour la peine de mort tout court. Ce n'est pas le même contexte. Le contexte, c'est ce qui fait que les Romains pratiquaient la condamnation à mort en mettant les condamnés à mort dans des costumes en paille auxquels ils mettaient le feu. Et ils en profitaient pour faire une fête. Joindre l'utile à l'agréable. Parce que dans la conception des Romains, condamner à mort un criminel, ce n'était pas violer les droits de l'homme. C'était rendre la justice. Pour les Romains, jeter les criminels du haut d'une falaise, ce n'était pas cruel et inhumain. Ça allait de soi. Et c'était aussi respectable que de se battre pour l'abolition de la peine de mort au XXe siècle. Parce qu'entre-temps, les pratiques ont changé. Parce qu'entre-temps, les mœurs se sont adoucies. Et l'adoucissement prélude à l'assouplissement.
Donc si on pose la question « Qui avait raison, des Romains ou des modernes ?», la réponse est « Ça dépend ». Ça dépend de votre position. Si vous vivez dans un monde dans lequel l'un des principes fondateurs est le caractère sacré de la vie humaine, vous n'aurez pas la même opinion que si vous vivez dans un monde qui différencie ceux dont la vie est sacrée et ceux dont la vie ne l'est pas. Donc, qui a raison? Ça dépend de votre référentiel. Ça dépend du paradigme dans lequel vous vous placez. C'est ça, le relativisme. C'est l'idée que, selon le contexte, tous les points de vue peuvent se défendre. C'est l'idée qu'il n'y a pas un point de vue au-dessus des autres. Parce que le propre d'un point de vue, c'est toujours de se placer au-dessus des autres. C'est toujours de prétendre à la hauteur de vue. Un point de vue se vit toujours comme une vérité. Il se vit comme un absolu. Forcément, puisque nous sommes notre point de vue. Notre point de vue est donc un absolu. Notre absolu. Le relativisme, c'est comprendre que toute personne a de bonnes raisons de penser ce qu'elle pense. C'est comprendre que toute culture ou que toute société a les valeurs de ses habitudes, a les idées de ses habitudes. Et qu'en définitive, il n'y a pas de hiérarchie à établir. Il n'y a pas de hiérarchie à établir parce qu'une hiérarchie s'établit toujours sur nos propres critères. Juger notre mentalité supérieure à la mentalité d'autrui, c'est juger la mentalité d'autrui à partir de notre mentalité à nous. C'est juger les critères d'autrui à partir de nos propres critères. Donc c'est mettre la réponse dans la question. Ce que nous dit le relativisme, c'est qu'on aura beau avoir les meilleurs arguments pour défendre les idées qui sont les nôtres et les valeurs qui sont les nôtres, ce ne seront jamais que des arguments à partir de notre point de vue. Et un point de vue n'est qu'un point de vue. Un point de vue égale un point de vue. Donc vous le voyez, il y a dans le relativisme un refus de la hiérarchie. Il y a une horizontalisation du vrai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, d'un point de vue relativiste, il n'y a pas de vérité. D'un point de vue relativiste, il n'y a pas de bien. Pas de bien au sens de bien absolu. Il n'y a pas de bien absolu. Il n'y a que des biens relatifs. Relatifs à un point de vue. Relatifs à un contexte. Pour reprendre le vocabulaire platonicien, il n'y a pas de bien en soi. Le bien en soi, pour les relativistes, c'est un délire. C'est un fantasme. Le bien en soi, le vrai universel, la justice transcendante, tout ça, c'est de la projection. C'est la projection du point de vue en tant qu'il cherche naturellement à s'absolutiser. À s'absolutiser, c'est-à-dire à s'universaliser. À se croire universel. Parce que quand on croit quelque chose, on croit simultanément que ce en quoi on croit est vrai. On ne croit pas en quelque chose qu'on estime faux. On croit toujours en quelque chose qu'on estime vrai. Et parce qu'on l'estime vrai, on oublie que c'est notre estimation qui la rend vraie. La vérité est une estimation subjective du vrai. Et donc le relativisme, c'est l'idée qu'il faut reconnaître que tout ce en quoi on croit
provient d'une estimation. D'une estimation à partir d'un point de vue. Notre point de vue. Et qu'un point de vue ne peut jamais s'affranchir de sa propre partialité. Un point de vue peut s'imaginer qu'il s'émancipe de lui-même, qu'il transcende ses propres frontières. Mais, à moins d'avoir atteint le nirvana, on est tous dépendants de notre subjectivité. Et l'objectivité qu'on imagine pouvoir atteindre, c'est l'objectivité telle que la perçoit notre subjectivité. Ça, c'est ce que Kant a vraiment été le premier à mettre en avant, à savoir les limites de la subjectivité. Les limites de la subjectivité, les limites de la raison et de la sensibilité individuelle, parce que l'être humain n'est pas un être omniscient. Parce que l'être humain est calibré sur le plan cognitif pour percevoir le monde de manière réduite. On ne peut pas voir plus de 3 faces du dé en même temps. On ne peut pas voir en deçà des infrarouges et au-delà des ultraviolets. Il y a un spectre de visibilité qui montre bien la limitation structurelle de notre point de vue. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre point de vue sur le monde est toujours fragmenté. Nous sommes un fragment de conscience qui a affaire au monde, et notre savoir n'est que la reconstruction plus ou moins cohérente de tous nos points de vue. Or, cette idée, l'idée d'horizontalisation du vrai, l'idée de la subjectivité radicale de tous nos jugements, c'est l'idée fondatrice du relativisme. Tout est relatif, ça veut dire tout dépend du point de vue. Tout est vrai pour celui qui le vit. Tout est juste pour celui qui l'estime ainsi. Parce que fondamentalement, il n'y a aucune raison d'accorder un statut privilégié à un point de vue plutôt qu'à un autre. Le principal représentant du relativisme dans l'Antiquité, c'était Protagoras. Alors Protagoras, si vous vous renseignez sur lui, vous verrez qu'il est affublé de l'étiquette de sophiste. Alors un sophiste de nos jours, c'est un usurpateur intellectuel. C'est un beau parleur. Quelqu'un qui tord la vérité par des procédés rhétoriques fallacieux. Mais à l'époque, un sophiste, c'était un professeur. C'était un professeur qui détenait un savoir. La seule différence avec les professeurs, disons, classiques, c'est que le sophiste avait la faculté de professer un savoir autant que le savoir opposé. En général, un professeur, par exemple, un professeur d'histoire, il va vous donner une seule version de l'histoire. Il ne va pas vous dire « Napoléon a remporté la bataille d'Austerlitz en 1805, mais en même temps, il ne l'a pas remportée. » Non. On trouverait ça aberrant. On trouverait ça aberrant parce que 2 choses contradictoires entre elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Eh bien, pour les sophistes, et pour les relativistes en général, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce qu'à partir du moment où on considère que tout est une question de point de vue, eh bien, la bataille d'Austerlitz, c'est une question de point de vue. Après tout, il y a bien des personnes qui estiment qu'il y a un roi de France actuellement. Je ne parle pas du président de la République. Je parle d'un vrai roi. Le descendant des Capétiens, qui s'appelle Louis de Bourbon, Louis XX, eh bien, il y a un courant monarchiste qu'on appelle les légitimistes et qui considère Louis XX comme l'actuel roi de France. Et dans leur paradigme, dans leur référentiel idéologique, ça a du sens. Ça a même bien plus de sens à leurs yeux qu'un président élu par le peuple. Parce que dans leur vision du monde,
il y a un rang à la naissance, il y a un sang royal, et donc leurs valeurs et leurs idées découlent de ce postulat initial. Leurs opinions découlent de leur référentiel. Le référentiel, c'est l'univers mental et sensoriel à partir duquel on construit nos jugements. Donc, un sophiste, c'est quelqu'un qui va adapter son référentiel au point de vue qu'il cherche à défendre. Et comme il est payé pour défendre un point de vue, comme son métier, c'est d'incarner un point de vue, comme le font les comédiens, il ne s'embarrasse pas de questions aussi abstraites que la vérité. Le sophiste, c'est celui qui a intégré la relativité des opinions et qui se sert de cette relativité des opinions pour défendre le point de vue pour lequel on l'aura payé. Le sophiste, c'est le relativiste en action. Parce que c'est le relativiste qui a compris que si tout est relatif, la morale aussi est relative. Et donc se faire payer pour défendre un point de vue le lundi et le point de vue opposé le mardi, c'est ni bien ni mal. C'est une question de point de vue. Pour les relativistes, tout est une question de point de vue. Et ce qui agaçait Socrate, ce n'est pas seulement le fait que les sophistes étaient payés pour leurs enseignements, parce qu'après tout, Socrate ne se faisait pas payer officiellement, mais il vivait au crochet de ses amis. Donc si on veut aller par là, pas sûr que Socrate soit le mieux placé. Mais surtout ce qui révoltait Socrate, c'était que les sophistes, par leur relativisme, par leur capacité à défendre un point de vue autant que le point de vue opposé, ce qu'ils enseignaient, c'est le nihilisme. C'est-à-dire la version politique du relativisme. Le fait de ne croire en rien. Le fait de rejeter tout ce qui est établi. Et donc par conséquent, de renoncer à la vérité. Socrate pensait qu'il y avait une vérité. Il ne pensait pas que tout était une affaire de point de vue, et qu'il y avait bien une transcendance des idées, une transcendance du vrai et du bien. Et donc automatiquement, il considérait les relativistes, et notamment les sophistes, comme des corrupteurs du vrai, des corrupteurs du juste, des corrupteurs du beau. Et donc là, vous voyez que le relativisme, c'est une vision qui est en fait le prolongement de la manière dont on envisage le concept de vérité. Si vous considérez que la vérité est unique, c'est-à-dire que la vérité n'est pas seulement une affaire de point de vue, mais qu'elle transcende les points de vue, qu'elle est au-delà des points de vue, alors vous n'êtes pas relativiste. Si au contraire, vous pensez qu'il n'y a pas de vérité unique et absolue, qu'il n'y a pas un bien, un vrai, un juste, mais que tout ça est lié à la subjectivité, et qu'on ne peut pas sortir de cette subjectivité, alors vous êtes relativiste. Mais peut-être vous en êtes-vous rendu compte, dans notre petite exploration du relativisme, on a en fait évoqué deux relativismes. Et maintenant, on va distinguer ces deux relativismes, ces deux formes de relativisme, pour voir s'il est réellement pertinent de les différencier ou pas. Le premier relativisme qu'on a évoqué, c'est le relativisme des valeurs. Le relativisme des valeurs, c'est le fait de considérer que les normes que nous reconnaissons comme justes, je parle des normes morales ou des normes sociales, que ces normes sont relatives à une société, sont relatives à une époque ou à une culture, et que donc nos valeurs n'ont finalement de valeur que celle qu'on leur donne. Autrement dit, le relativisme des valeurs, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas un modèle normatif meilleur qu'un autre,
qu'il n'y a pas de modèle normatif supérieur à un autre. Et donc que le bien et le mal, le juste et l'injuste, ne seraient pas des absolus. Le bien et le mal dépendent d'abord de notre conception du bien et du mal. Ils dépendent de notre histoire, ils dépendent de notre évolution, de notre sensibilité. Et partant de là, l'idée d'une hiérarchie des valeurs apparaît comme impossible. Parce que pour juger de la supériorité ou de l'infériorité d'un système de valeurs, il faut forcément se référer à des critères qui ne sont pas neutres. Prenons un exemple. La liberté. La liberté au sens de liberté individuelle. Il y a des sociétés qui ne considèrent pas la liberté individuelle comme un idéal. Il y a des sociétés où la liberté n'est pas perçue comme une valeur fondamentale. Nous, occidentaux modernes, nous considérons la liberté individuelle comme une valeur fondamentale, comme une valeur sacrée, parce que notre histoire nous a conduits à considérer la liberté comme sacrée. Parce que nous sommes la nation qui a décapité son roi, parce que nous sommes la nation qui a fait la révolution, que c'est sur les décombres de la monarchie que nous avons construit la République, et donc, tant que la République tiendra, nous célébrerons les valeurs qui ont fécondé la République. Mais c'est logique. C'est presque du tribalisme. La tribu s'organise autour de certains principes, la liberté, l'égalité, le progrès. Ces principes constituent la colonne vertébrale de la tribu, son totem. On se réunit autour du totem, on communie autour du totem, et si quelqu'un vient briser le totem, la tribu implose. La tribu se dissout. Donc on protège le totem. On lui rend grâce. On le fétichise. Parce qu'il est l'externalisation des valeurs qui nous rassemblent. Mais dans une société où la liberté n'est pas la valeur fondatrice. Par exemple, dans une société où c'est la force qui est une valeur fondatrice. Ou dans une société où c'est le travail, la valeur fondatrice. Ou un texte religieux, peu importe. C'est le système normatif en vigueur qui sera le critère d'évaluation des autres systèmes. Encore une fois, on évalue toujours à partir de son système. Les sociétés à haut rendement économique ont intérêt à faire prévaloir le critère du rendement économique. Les sociétés à fort indice de bien-être ont intérêt à faire valoir le critère du bien-être. Et les sociétés très pieuses ont intérêt à combattre au nom de Dieu. Chacun défend son beefsteak. Chacun défend le modèle qui fait de lui ce qu'il est. Et si on ajoute à ça une petite dose de Nietzsche, chacun défend le modèle qui garantit ses intérêts. Pas forcément ses intérêts économiques, ses intérêts psychologiques, ses intérêts existentiels. Car n'oublions pas ce qu'on disait tout à l'heure, un système de valeurs, ça engage tout notre rapport au monde, toute notre quotidienneté. Pour quelqu'un qui place au-dessus de tout l'obéissance à Dieu, la liberté individuelle, c'est le mal. Parce que ce n'est pas la liberté individuelle qui façonne son rapport à l'existence. Pour quelqu'un qui place l'égalité sociale au-dessus de tout, l'argent, c'est le mal. Parce que l'argent, c'est un instrument de pouvoir. C'est même le seul véritable instrument de pouvoir. L'instrument de la domination et de la division.
Donc les valeurs que vous placez au-dessus de tout, et à partir desquelles vous jugez les autres valeurs, ce sont les valeurs qui découlent de votre métaphysique personnelle. Et le relativisme consiste à dire qu'on ne peut pas juger la métaphysique de l'autre. Ou plutôt, que si on la juge, c'est toujours à partir de notre propre métaphysique, et donc l'autre peut en faire exactement autant. Dire à l'autre « ce que tu fais est mal », c'est en dire moins sur l'autre que sur vous-même. Vous savez, c'est comme dans les débats politiques, quand un candidat croit que pour disqualifier le discours de son adversaire, il suffit de l'attaquer sur les valeurs. Mais enfin, les valeurs de l'un ne sont pas les valeurs de l'autre. Croire qu'on disqualifie le discours de quelqu'un en disant qu'il n'est pas assez humaniste ou qu'il est trop individualiste, c'est oublier qu'il y a des gens pour lesquels l'humanisme n'est pas la valeur fondamentale. Ou qu'il y a des gens pour lesquels l'individualisme est une valeur fondamentale. Donc l'argument des valeurs, il ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas un argument. Les valeurs ne sont pas une affaire d'argument. Elles sont une affaire de rapport au monde. Et donc le relativisme, c'est considérer qu'un humaniste n'a pas raison par principe contre un anti-humaniste, ou qu'un individualiste n'a pas raison par principe contre un socialiste. Parce que ce sont justement les principes derrière lesquels on se range qui déterminent la manière dont on évalue les opinions. Et c'est ça qu'on trouve résumé dans la célèbre citation de Protagoras, « L'homme est la mesure de toute chose ». L'homme est la mesure de toute chose, ça veut dire l'homme est à lui-même son propre critère d'évaluation. Tout ce que l'homme juge, il le juge d'abord à partir de lui-même. Partant de là, à chacun son jugement, à chacun son point de vue. L'origine philosophique du relativisme, c'est la prise de conscience de l'idée selon laquelle une grande partie des choses nous échappent. Des tas de choses nous échappent. L'apparition de la vie nous échappe. La formation de l'univers nous échappe. Le devenir de la conscience nous échappe. Comme le disait Protagoras, des dieux, je ne puis dire ni s'ils sont, ni s'ils ne sont pas. Je ne peux pas le dire parce que pour le dire, il me faudrait en avoir la certitude. Or, comment pourrais-je avoir la certitude de quelque chose dont je n'ai ni la preuve physique, ni la preuve logique? Le dogmatisme, c'est ce que combat le relativisme. Parce que le relativisme découle de la conscience que nos idées sont faibles. Nos idées sont faibles comparées à ce qu'elles cherchent à atteindre. Et c'est là qu'on en arrive au deuxième relativisme, ou plutôt à la deuxième forme du relativisme, le relativisme de la connaissance. Et pourquoi ce deuxième relativisme a-t-il quelque chose de particulier? Eh bien, parce qu'il nous met en présence d'un gros problème. Le relativisme des valeurs, c'est quelque chose qu'on peut envisager. On peut l'envisager parce qu'on a tous déjà fait l'expérience de l'altérité des valeurs. On a tous déjà vu, que ce soit à l'étranger ou chez des populations d'origine étrangère, des coutumes, des pratiques, des croyances qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on peut comprendre. Ou en tout cas, dont on admet qu'elles aient un sens pour ceux qui y croient, même si elles n'en ont pas pour nous. Un sens qui nous échappe. On peut ne pas croire en Dieu, mais comprendre que des gens prient. Ça ne veut pas dire qu'on considère qu'ils ont raison. Ça veut dire qu'on comprend qu'ils ont leur raison.
On peut être anti-impérialiste et comprendre que des gens admirent Napoléon. Parce que même si on n'est pas sensible à l'esprit de conquête, on admet que certaines personnes puissent l'être. Donc, sans être relativiste, on peut être respectueux des croyances et des pratiques de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on les place au même niveau que les nôtres dans notre hiérarchie personnelle. Ça veut dire qu'on admet la possibilité de leur existence. Mais dès lors qu'il ne s'agit plus de valeurs, mais qu'il s'agit de la connaissance. Autrement dit, dès lors qu'il s'agit de ce qui est vrai et de ce qui est faux. C'est plus compliqué d'être relativiste. Parce que qu'est-ce que ça signifie que toutes les conceptions du vrai se valent? Ça signifie qu'il n'y a pas de vérité. Et s'il n'y a pas de vérité, ça veut dire que tout est à la fois vrai et faux. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de torsion de la vérité. Et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que si je dis qu'un carré est une figure à 4 côtés, et qu'on me répond que non, un carré est une figure à 3 côtés, ça veut dire que je devrais considérer que les deux phrases sont vraies en même temps. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour des raisons logiques. Or, la logique ne peut pas être relative. La limite du relativisme, c'est la logique. Et c'est là qu'il va falloir être attentif. La logique ne dépend pas du point de vue. La logique ne dépend pas de la subjectivité. Si A est plus grand que B et que B est plus grand que C, alors A est plus grand que C. C'est comme ça, c'est définitif, il n'y a pas moyen de contourner. Donc la logique n'est pas relative. Mais ce qui est relatif en revanche, c'est la forme de notre logique. Qu'est-ce que c'est la forme de notre logique? C'est sa structure. C'est la manière dont elle fonctionne. Or, notre logique fonctionne sur le principe de la dualité. C'est une logique binaire. Par exemple, soit une chose existe, soit elle n'existe pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Une chose ne peut pas à la fois exister et ne pas exister. Ça nous paraîtrait absurde. Et pourtant, on sait qu'il y a des situations où la logique binaire ne fonctionne pas. Parce que la réalité n'est pas toujours binaire. Par exemple, le principe de l'intrication quantique, qui a donné lieu à des expériences de téléportation quantique, c'est justement la preuve que la réalité se comporte parfois en dépit de la logique. Ou en tout cas, en dépit de notre logique. Donc certes, on ne peut pas parler de la relativité de la logique au sein d'un même système logique. Puisqu'un système logique contient ses propres règles et donc ses propres vérités. Mais d'autres systèmes logiques sont possibles, dans lesquels les règles ne sont plus les mêmes. Et dès lors que la logique n'obéit plus aux mêmes règles, dès lors que la logique devient elle-même un point de vue parmi d'autres, un paradigme parmi d'autres, eh bien à ce moment-là, la logique cesse, elle aussi, d'être un absolu. La logique devient notre logique. On trouve ça en géométrie, avec la modélisation d'espace à plus de 3 dimensions, alors que pour nous, 3 dimensions, c'est le maximum. Tout simplement parce que nous sommes nous-mêmes des êtres en 3 dimensions, nous sommes des êtres volumiques, et parce que nous sommes des êtres en 3 dimensions, et que nous percevons la réalité en 3 dimensions, nous n'imaginons pas un espace qui contiendrait plus de 3 dimensions. Et pourtant,
on peut parfaitement envisager un espace à 4 dimensions. Et je parle bien de dimensions physiques, non pas le fait que la 4e dimension serait le temps. Pour les mathématiciens, un espace à 4 dimensions, ou à 5 dimensions, ou même à 11 dimensions, c'est pas un problème. Ça n'a rien d'incohérent. C'est juste un autre référentiel. Un autre référentiel qui a ses propres règles. Et donc le relativisme de la connaissance, ce n'est pas tant l'idée qu'il n'y aurait pas de vérité, ou qu'une vérité scientifique aurait la même valeur que l'opinion de Monsieur Tout-le-Monde. C'est l'idée que nos connaissances ne sont vraies que dans le cadre du référentiel dont elles proviennent. Et qu'un référentiel humain n'a pas de raison particulière d'être le seul référentiel potentiellement valable. On peut imaginer un référentiel logique dans lequel le vrai et le faux se superposent ou se chevauchent. Et dans ce référentiel-là, nos raisonnements volent en éclats. La difficulté étant que notre équipement cognitif nous retient dans une logique binaire. Et donc, tout ce qui s'en écarte sera perçu, de notre point de vue, comme n'ayant pas de sens. Le relativisme, c'est la reconnaissance de la pluralité fondamentale des conceptions possibles du monde, en même temps que le renoncement à atteindre son sens ultime. Je cite. L'idée que l'homme est la mesure de toute chose permet de s'accommoder d'une réalité contradictoire. Son relativisme remet en question le principe de non-contradiction, selon lequel une même chose ne peut pas en même temps être X et ne pas être X. Par exemple, si l'homme est la mesure de toute chose, une personne qui voit une fleur rouge dans un arbre et une autre personne, daltonienne, la voit verte, on peut dire alors que la fleur est à la fois verte et rouge. De même, si une personne croit que les lapins sont des reptiles, et une autre croit que les lapins ne sont pas des reptiles, alors on peut dire que les lapins sont à la fois des reptiles et ne sont pas des reptiles. Au reste, cette conception légitime l'idée que ce qui est majoritaire dans l'opinion a une valeur supérieure. En effet, si l'on suit la logique attribuée à Protagoras, comme la réalité dépend de ce que chacun perçoit, ressent et croit, le discours de la majorité, discours le plus consensuel, est en même temps le discours le plus vrai. La conception par Protagoras de la vérité tranche avec la conception traditionnelle qu'il existe une seule vérité, celle d'un discours qui décrit fidèlement une réalité elle-même unique et extérieure. La vérité des sophistes, dont Protagoras est un représentant, s'oppose à celle des philosophes. Elle est susceptible de degrés et de changements au gré des fluctuations des croyances et des émotions des humains. Il n'y a pas une seule vérité éternelle, mais des vérités dominantes à telle époque et en tel lieu. Enfin, la doctrine de l'homme-mesure ouvre la voie à une conception pragmatiste de la vérité, selon laquelle la vérité est ce qui est utile pour l'homme. Si l'homme est la mesure de toute chose, et si l'homme mesure toute chose en fonction de l'utilité que celles-ci peuvent lui apporter, alors la vérité n'est autre que l'utilité. Si le relativisme nous encourage à cesser de vouloir atteindre les grandes vérités universelles, c'est parce que le relativisme croit en une grande vérité humaine. L'impossibilité pour l'homme de remonter au principe ultime. L'impossibilité pour l'homme de trouver la réponse à la grande énigme de l'être. Cette réponse, nous la cherchons par tous les moyens. Par la science, par la religion, par l'art. Et les réponses que nous trouvons, ce sont nos réponses. Des réponses condamnées à rester les nôtres. Nous naviguons entre les expériences, nous éprouvons le monde et ses lois à la recherche d'une réponse, à la recherche
de la réponse. Celle qui donnera une signification à tout ça. Celle qui mettra un terme à nos interrogations. Le relativisme n'est pas une défaite. Il est une mise à mort de l'orgueil. Une mise à mort de l'illusion dogmatique qui nous aveugle d'autant plus que nous ne la remarquons pas. Nous voulons des réponses, nous attendons des réponses définitives, des réponses absolues. Et si nous ne les trouvons pas, nous les créons. Nous les créons, nous les adoptons, et nous finissons par oublier que nous les avons créés. Nous finissons par oublier que ces réponses sont nos réponses. Mais si ces réponses ont du sens pour nous, si ce sont ces réponses qui s'imposent à nous, assumons-les. Assumons d'être guidés par des choses qui n'ont de sens que pour nous. Assumons de ne pas être compris et de ne pas avoir besoin de l'être. Assumons de cheminer seuls vers notre absolu. Je vous remercie.